On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Bien Commun. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Thomas. Tu vas bien ? Très bien. Je suis ravi de t'accueillir à la Maison du Bien Commun aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Ce beau lieu, on a un temps un peu pluvieux, mais ça va, la vie reste belle. Chère Camille, comment on s'est rencontrés ? Nous, on s'est rencontrés par un tour pour le bien commun, où tu étais lauréate avec ta belle association des Cahuttes de Louise, dont on va parler un peu plus. Et puis après, on s'est recroisés au Grand Euro pour Paris, et puis dans les couloirs et la vie un peu de notre écosystème. Oui, et ben écoute, je pense que le fait de vouloir candidater à la Nuit du Bien Commun à Tours, vous avez fait en sorte de mettre un grand coup d'accélérateur dans la mise en place de l'association, puisqu'elle a été créée le 20 décembre 2022 et qu'il fallait répondre à la candidature de Tours, je crois, avant le 16 février. Joli. Ouais. Et en fait, grâce à vous, quelque part, et ben, ça m'a permis de créer le site internet, d'y répondre, d'être retenu. Et comme ça, en fait, les étapes c'était le booster. Exactement. Ouais. Et je sais pas si sans ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, en fait. Honnêtement. Ah ouais. Pour toi, c'était un vrai passage de cap. Ah ben ouais. C'était l'étape à franchir. Voilà. Impressionnant. Ouais. Je sais pas ça. Et voilà. Ah, écoute, tu vois, j'ai bien fait de venir. Merci aux mécènes de Tours aussi qui ont permis ça, du coup. Bravo. Ouais. Oui, non, mais j'avais été à une nuit du bien commun à Bordeaux, par l'intermédiaire d'une amie dont le frère était lauréat. C'est comme ça que j'ai découvert la nuit du bien commun. Et du coup, en allant sur votre site, j'ai vu qu'effectivement, la prochaine se déroulait à Tours. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est l'aubaine. Là, c'est fait exprès, c'est un signe. Et voilà, donc j'ai fait en sorte d'être prête et de pouvoir y répondre. Ouais. Chapeau. Je suis très touché. Je ne sais pas trop quoi répondre, mais je suis très touché. Bon, rien. Est-ce que tu peux me présenter un peu les Cahuttes de Louise déjà, pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, alors les Cahuttes de Louise, donc une association créée en décembre 2022, la suite du décès de ma fille. On a souhaité en fait mettre en place et de proposer des séjours clés en main et gratuits à des enfants atteints de maladies chroniques et à leurs familles. Ces cahutes, c'est des petites tiny houses mobiles, autonomes, écologiques, françaises, conçues avec les architectes des bâtiments de France. Toi, t'es architecte de formation ? Oui. Oui, c'est pas anodin tout ça. On se renie pas. Et ces petites cahutes, en fait, j'ai souhaité les implanter sur des sites remarquables habituellement inaccessibles pour rendre l'expérience unique, en fait, et vraiment leur offrir des moments privilégiés, proches de chez eux, proches de l'hôpital qui les suit, puisqu'on sait que quand on a un enfant malade, on peut pas aller très loin. Voilà, on n'est pas rassuré à devoir faire plus d'1 heure de voiture. Et donc, ces petites maisons, elles sont implantées dans les châteaux de la Loire et les familles, donc de la région Centre-Val de Loire, peuvent en profiter le temps d'un week-end ou d'une semaine. Et pour bien les décrire, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment, tu l'as dit, c'est une tiny house, quoi. Donc, une petite maison en bois sur une grosse remorque. Ça fait en gros la taille d'un container à peu près. Ouais, elles font 10 mètres carrés, donc c'est à la fois tout petit, mais à la fois tout y est. On enregistre à Paris, pour un Parisien, c'est énorme, 10 mètres carrés. On peut faire 2 couloirs et 3 chambres, une salle de bain. Bah écoute, c'est un peu ça, puisque t'as quand même 2 lits en 140, donc tu peux y dormir à 4. T'as ton petit coin salle de bain, t'as ton petit coin cuisine, t'as ton frigo, elles sont chauffées, elles sont éclairées, malgré leur autonomie. Et elles sont effectivement remarquables, exemplaires, dans le sens où elles sont entièrement faites avec des matériaux nobles. Elles sont en bois et elles sont entièrement françaises. Et c'est ce que je dis souvent. Elles sont vraiment très belles. Jusqu'aux panneaux solaires. Donc c'est un produit 100% français.
Et elles ont cette particularité aussi, donc d'être traitées à l'huile de lin. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de solvant, donc voilà, c'est vraiment. C'est quoi l'huile de lin ? En fait, ça permet de traiter le bois sans mettre de vernis sur le bois. En fait. Donc Ok. ça pénètre le bois et ça le donc t'as le protège. bois brut quand tu Exactement. Donc t'as l'odeur du bois. T'as Et, l'odeur du bois, voilà, Canon. toucher du bois. Ouais. Trop stylé. Je vais mettre ça chez moi. Tu peux. Excellent. Ouais. Je reviens un peu en arrière. Mmh. Tu nous as un peu présenté les cahutes et on reviendra parce que j'ai plein de questions sur les cahutes en tant que telles et comment cette idée est venue. Mais du coup, l'association, elle a le prénom éponyme de ta fille, tu nous disais, qui est décédée, Oui. de Louise. C'est l'aventure et ce vécu familial qui t'a amené à créer ces cahutes. Quel est le point finalement important ? Pourquoi est-ce qu'il fallait un lieu où on puisse dormir et vivre ? Est-ce que je peux pas simplement, s'il y a un lieu remarquable à proximité de l'hôpital ou de la Haute-Vie, pour y aller facilement ? C'était quoi les freins que toi t'as pu identifier où tu t'es dit tiens, en fait il faut qu'on fabrique un lieu dans lequel on peut vivre au sein de ces lieux remarquables ? Bah, écoute, ce qui est sûr, c'est que personne peut dormir à Chenonceau, au Château Royal d'Amboise, au domaine de Candé. Éventuellement, tu peux dormir à Chambord, mais c'est relativement élevé. Et j'aimais aussi cette confrontation en fait de la toute petite cahute, la petite tiny house sur ces petits trous au pied en fait d'un château de la Renaissance, donc qui se pose là, qui est majestueux. Et encore une fois, je trouvais intéressant en étant dans cette région de pouvoir le mettre à disposition en fait des familles qui n'ont pas forcément la possibilité de venir visiter un château de la Loire, ou du moins c'est pas leur priorité. Et là en fait c'était une façon aussi de s'approprier ces lieux. Sorte un peu voilà, ils se sentent châtelains le temps d'une soirée ou d'une semaine, puisque quand les châteaux ferment, en fait le lieu est à eux, quoi. Donc voilà, j'aimais vraiment cette expérience unique. Personne n'a l'occasion de le faire. Donc j'aimais cette confrontation d'échelle, j'aimais ce côté exceptionnel, et j'aimais cette tiny house parce que en tant qu'architecte, voilà, j'ai fait beaucoup de logements en fait dans ma carrière. Je reconnais qu'on construit pas toujours très bien et que là, c'est l'inverse. C'est une toute petite échelle, donc c'est à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de faire, mais que tout est respecté, tout est fait dans les règles de l'art. C'est respectueux de l'environnement, c'est respectueux de la personne qui va l'habiter. Et tout est pensé pour que justement les gestes soient faciles. Voilà, la fonctionnalité est aussi importante. Je trouve ça fascinant parce que d'habitude on a l'habitude. Belle répétition. Non mais souvent, si tu veux faire des trucs d'exception, en fait globalement faut être en forme, faut avoir l'opportunité, il faut avoir les moyens. Et là, tu peux te retrouver à faire des trucs un peu genre effet waouh. Et tu donnes l'opportunité à des familles qui sont dans la galère parce qu'il y a de la maladie. Souvent, il y a des problématiques financières qui vont avec ça parce que la maladie, ça coûte cher. De se retrouver une nuit dans le château de Chambord, tout seul, tranquille, avec le parc qui t'appartient, avec tout ce qui vit dedans, avec la majesté du lieu. Et en fait, c'est trop beau de pouvoir donner ça à des plus petits, à des plus faibles, d'avoir cette opportunité-là que, en fait, toi, en tant que valide, c'est pas que t'es pas le bienvenu dans la tiny, mais voilà, c'est une famille qui a cette particularité-là et qui a besoin de ce temps-là et qui va le vivre. Je trouve ça. C'est un petit moment privilégié, hein. Ouais. Je trouve ça trop beau que ce soit eux qui puissent le vivre, puissent toucher ça du doigt. Et moi aussi. Je suis d'accord. Ce qui m'a surtout porté, en fait, et je mets un point d'honneur à ce que ça puisse se passer comme ça, c'est que j'incite au maximum, en fait, les familles à sortir du quotidien. Et pour ça, je mets tout en place pour que ça soit le plus facile possible pour eux de venir. Quand t'as un enfant malade, t'as ton quotidien, t'as le rythme des hospitalisations, les contraintes des traitements, t'es dans un engrenage quand même, un tourbillon un peu vertigineux, et que c'est hyper rassurant de rester à la maison. Voilà, parce que t'as tes habitudes, tu sais où sont les choses, tu sais que l'hôpital est à droite, c'est lourd dans le quotidien, mais en fait tu t'y es habitué. Il est simple, si je puis dire ça. Ouais, il est simple de rester à la maison, et Dieu sait si je pense qu'il faut en sortir. Et pour pouvoir en sortir, pour que les familles puissent s'autoriser justement cette petite parenthèse qu'on leur propose, il faut que ça soit le plus facile possible. Voilà. Donc effectivement, c'est gratuit parce qu'on s'est dit l'argent peut pas être un frein.
Là, sur cette première saison, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de familles précaires. Donc, moi, je suis ravie qu'ils ils n'ont pas pu partir en vacances. Ils viennent en cahute, ce sont des vacances pour eux. Le fait que les cahutes soient équipées, le fait qu'on leur mette à disposition un petit panier gourmand, le fait qu'on leur mette des packs-linges, le fait que ça soit près de chez eux, près de l'hôpital. Enfin, on essaie de faire le maximum, en fait, pour qu'ils aient pas de raison de ne pas venir. Et d'ailleurs, ça s'est vu, parce que tu me disais, les réservations, c'est parti. Oui, c'est plein. Tant mieux, parce que c'était ma crainte. C'était ma crainte, parce que je n'avais pas de fichier famille, je savais pas comment les contacter, je savais pas si ça allait leur plaire. Donc, moi, évidemment, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je m'y voyais, en fait. Je fais les choses pour moi aussi. Voilà. Donc, cette cahute, voilà, on a choisi les couleurs. Voilà, c'est des choses qui me plaisent. Donc, voilà, ce que je fais pour moi, je le fais pour eux. Voilà. Ouais. C'est quelque chose que je trouve admirable chez beaucoup de fondateurs d'associations qui se retrouvent dans la posture à laquelle, surtout, pour toi, c'est avec toute la gravité, mais voilà, Louise, aujourd'hui, elle vous a quitté et donc, il y a plus cette réalité de contrainte et pour autant, tu te bats pour ceux qui le vivent aujourd'hui. Tu le développes pour eux et tu le fais aussi, tu le disais, avec simplicité pour toi, mais c'est eux qui concrètement en profitent et le vivent. Bah oui, parce qu'en fait, j'ai fait le constat de me dire, voilà, qu'est-ce qui nous a apporté pendant 11 ans? C'était ces petits moments comme ça en famille, quand on se retrouvait. Et, voilà, c'est des moments de bonheur qui sont quand même rares au regard de la maladie. Et donc, voilà, c'est inciter à vivre ces petits moments de bonheur. Voilà. Et encore une fois, oui, c'est faire exister Louise au travers de cette association. Donc, je le fais pour moi, je le fais pour les familles qu'on reçoit, pour les enfants, je le fais pour mon entourage, ma famille, mon fils. Trop beau. Oh, vraiment, je le pense. Et du coup, c'est Tigny, j'avais envie de dire, pour faire le raccourci, pour ces petites maisons, ces petites cahutes, comme elles s'appellent, ces petites cahutes de Louise. C'est toi qui les déplaces d'un lieu à l'autre. Comment tu trouves les lieux et comment des lieux peuvent te trouver si demain, je sais pas, je suis propriétaire d'un château qui se visite, je suis gestionnaire d'un grand parc. Comment je fais installer une cahute chez moi? Alors, au départ, je me suis intéressée à des sites qui pouvaient intéresser les enfants. Parce qu'en fait, la priorité, elle est là aussi. C'est que l'enfant ait envie de venir et un intérêt à venir et de faire venir des enfants, en fait, dans un château de la Loire, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Il irait certainement plus facilement vers un parc d'attractions ou un parc animalier plutôt qu'un château de la Loire. Mais encore une fois, c'était une dimension que je trouvais intéressante parce que c'est encore une fois pour lui une autre manière d'aborder le patrimoine culturel français et il le fait à son rythme. Il s'approprie un peu les lieux, voilà. Et du coup, c'est plus une visite d'un château sur une après-midi, vite, faut regarder ça, puis on repart. Voilà, là, ça lui appartient. Il a toujours son petit pass VIP, donc il y rentre comme il veut. Il peut y aller le soir, le matin, quand il y a personne. Donc voilà. Donc c'est un peu son château à lui. Donc voilà, j'ai fait le choix de quelques sites comme ça où il y avait vraiment un intérêt pour l'enfant, un spectacle, voilà, des ateliers. Et puis après, je suis allée, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et puis je suis allée rencontrer ces sites, savoir s'ils voulaient bien nous accueillir le temps d'une semaine, un mois et demi, enfin un peu voilà ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai qu'au départ c'est pas évident parce que comme ça n'a jamais été fait, voilà, il fallait vraiment convaincre et c'est le département donc d'Indre-et-Loire qui a été le premier à me dire oui. Et une fois qu'on en a un, c'est plus facile d'avoir les autres. Et quand Chambord m'a dit oui, c'était encore plus facile. Voilà. Donc après ça se déroule et aujourd'hui je recherche toujours des sites puisque ce qui m'anime aussi, c'est de faire découvrir d'autres sites aux enfants. Donc voilà, on aimerait bien les jardins de Villandry, on aimerait bien les jardins de Chaumont. En rêvons, le château de Versailles. Alors oui, ça on va y venir. Trop. Et l'enjeu, toi, c'est toi qui déplace en fait tes cahutes. Ouais. C'est pas la famille qui vient récupérer la cahute et qui va dans le lieu. C'est toi qui installes la cahute et moi, en tant que famille, je débarque, la cahute elle est posée. Exactement. Donc en fait, on planifie donc les installations de cahutes sur chaque site, sachant qu'on a une convention avec le site d'accueil.
C'est quand même encadré tout ça. Donc, oui, j'imagine qu'à mon avis, ça n'a pas dû se faire sans pas quelques comme règles, ça, au quelques château de papiers signés. Chenonceau. Bonjour, j'arrive avec ma tiny house pour me mettre dans le parc, non. Je peux pas faire ça avec ma tante le week-end prochain. Écoute, tu peux essayer, mais tu me raconteras. donc voilà, donc on instaure des semaines à tel ou tel endroit. Donc c'est nous qui déplaçons les cahutes. On a une petite formation pour tracter la cahute. Et effectivement, moi j'ai choisi des cahutes aussi qui ont la taille maximale pour être tractées par une voiture standard. Ah, ok. Ouais. Ah, et donc t'as pas besoin de permis spécifique quand tu déplaces ta... Non, j'ai une formation juste une méga remorque, quoi. B96. En fait, tu vois, c'est une formation à la journée pour t'apprendre à reculer avec avec une 10 cahute. mètres carrés de maison derrière. Et crois-moi, c'est pas simple. En fait, tu ne fais que de la marche avant. Tu évites, tu vois, de devoir reculer. Non, ça marche pas. Bon, alors selon les sites, c'est un peu contraignant, tu vois, mais ça se fait facilement. Là, j'ai été surprise la première fois que je me suis retrouvée avec la petite maison derrière. Bon, voilà. Ça fait combien de mètres de haut? 3,90 m. Alors ça je vais te dire... Pas tout à fait partout, non? Non, tu passes pas partout et c'est le plus touchy. Ouais, parce que t'es obligé d'étudier. Arrivé à un péage, j'arrivais normal. Et heureusement, ce jour-là, il y avait un mec avec son petit gilet jaune qui me voit arriver et qui me fait des grands signes en disant non, pas là. Parce que c'était limité à 2,90 m. Et au dernier moment, oui. Non, j'en aurais fait, je sais pas, une... Toujours à raccourci la maison. Un une loft. petite cahute. Mais non, ça se fait facilement. Donc on les déplace, on les installe sur les sites, on installe tout, et puis après on fait l'accueil des familles, à qui on explique quand même ce que c'est que de passer un petit peu de temps dans un habitat autonome. Donc il y a une petite pédagogie aussi derrière tout ça, ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Voilà, donc, un rapport à la nature aussi, à l'écologie un peu. Bien sûr, ouais. Donc on a des panneaux solaires. Si vous laissez la lumière allumée, ce soir ça marchera plus. Voilà. Alors on a aussi des solutions. Oui, j'imagine, parce que tu dois quand même parfois avoir des enfants qui ont des besoins. Bien sûr. On a tout prévu. Ouais. On peut évidemment brancher la cahute. On a des batteries de secours. Oui, on peut pas se permettre. On a des enfants qui ont des pompes la nuit. Ouais, ça peut pas on s'arrêter parce que pas que ça s'arrête. Oublié l'interrupteur. Mais c'est bien de savoir, et ça éduque, ça prépare, ça éveille les sens. Non, mais ouais. Non, on le fait sans danger. Voilà, en fait. Ouais, mais c'est marrant. T'as quand même l'audace de dire on a mis des panneaux solaires, si vous éteignez pas, ça marche pas la nuit. Bon, en vrai, il y a une solution de secours, donc voilà, mais. Ouais, mais au départ, on la met pas. Ouais. Bon, quand ils m'appellent en pleine nuit parce qu'ils n'ont plus d'élec, moi, je me dis, j'aurais mieux fait de la brancher ou de leur dire, mais. Mais non. Et puis, je pars du principe aussi qu'il faut qu'ils aient moins de manip à faire. Voilà. Oui. Donc, je leur montre l'essentiel, si tu veux. Pour se chauffer, pour s'éclairer, pour avoir une douche chaude. Ça peut marcher toute l'année? Là, en hiver, par exemple, oui, tu vas sortir la cahute? Ça marche toute l'année, elles sont chauffées. Trop bien. Ouais, il y a des gens, c'est impressionnant quand même. Je vous invite à aller voir sur le site des cahutes de luxe, que c'est vraiment, je trouve, très élégant, très beau, très raffiné. On a vraiment envie d'aller y passer un petit moment dedans et de se dire qu'on va passer un bon moment, quoi. Une semaine même dans les 10 mètres carrés, c'est pas peine tout choquant. C'est un vrai petit cocon, en fait. Ouais. Et puis, en fait, comme elles sont entièrement équipées, tu viens, tu vois, léger. Ouais. T'as besoin de rien, en fait. Et comment tu vas du coup, les familles, tu nous as dit que tu as des partenariats à la fois et des liens avec les hôpitaux, mais comment tu vas concrètement les chercher? Comment demain, moi, je suis une famille, voilà, j'ai un enfant porteur d'un handicap, j'aimerais aller faire un séjour. Alors, aujourd'hui, je m'adresse, si tu veux, à des enfants qui sont soignés en région Centre-Val de Loire. Donc, j'ai un partenariat avec l'hôpital pédiatrique de Tours, à Clocheville. Je travaille aussi avec l'hôpital de Blois. Donc, on fait partie de la communication des hôpitaux de Tours. Donc, tout ça a été validé, si tu veux. Ils se portent garant aussi, en fait, de l'association qui vont pouvoir vivre dans le séjour. Exactement, bien sûr. Que tu as tout mis pour eux en termes. Et oui, donc une fois, si tu veux, qu'on a eu cette validation, ça nous permet de communiquer auprès des éducatrices, auprès des médecins. On fait de l'affichage dans les couloirs. Et puis petit à petit, en fait, aussi les familles qui sont déjà venues, qui en parlent à d'autres. Et techniquement, au moment où je m'inscris, c'est moi en tant que famille qui demande à venir, ou je dois avoir mon médecin les familles, en fait, m'appellent. On regarde un peu le planning, leur disponibilité. Je leur envoie un formulaire famille et effectivement, sur ce formulaire famille, ils ont une validation du médecin.
Ok. Donc ça rassure la famille, ça nous rassure. Ils ne viennent que si effectivement le médecin traitant a validé le séjour. Ok. Oui, du coup, le séjour, tu vas savoir où t'es, dans quelle cahute, quel Exactement. lieu, distance potentiellement de l'hôpital. Voilà. Et encore une fois, ils sont toujours proches de leur hôpital référent, quoi. Ça, Ouais. c'est C'est le cœur du sujet. indispensable. Ouais. Ben oui, sinon tu pars pas. T'as pas envie, si tu veux, au moindre coup de fièvre, te retrouver dans un hôpital que tu connais pas. Donc ça, c'est un frein. Ça serait un frein. Ouais. Donc non, c'est encore une fois, voilà, c'est inciter les familles à venir et que ça soit le plus simple possible pour eux. Qu'est-ce qui ressort le plus là dans les témoignages de ces premières... On imagine bien, il y a le moment de répit familial, mais c'est ça qui ressort le plus? C'est le côté magique, en fait. Ok. Ouais, de l'expérience, ouais. C'est de se dire que... En fait, c'est marrant parce que sur le coup, ils s'en rendent pas forcément compte. Tu sais, ils sont là, bon, d'accord. Et puis en fait, c'est quand vraiment le château se vide, quand ils y ont dormi une première nuit, et puis arrive la deuxième, que voilà, ils prennent conscience en fait de voilà, le côté exclusif, le côté vraiment voilà, unique de l'aventure. Ouais, tu rouvres la porte à 22h et tu ressors dans le parc en disant en fait, il n'y a personne. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Donc ils vont dans les souterrains. Je rêverais de ça. Mais et puis ce que je leur dis souvent, c'est effectivement de ne pas forcément réaliser sur le coup ce qu'ils sont en train de vivre, mais après. En fait, ouais, c'est des souvenirs qui restent. Et puis quand ils vont entendre parler de Chambord, pouvoir dire attends, moi j'ai dormi à Chambord, quoi. Voilà. Ouais. Franchement, ouais, je suis assez bluffé parce que je trouve que c'est une très belle idée. La réalisation, elle a été complexe de ton côté, mais à l'arrivée, c'est très simple pour une famille. C'est rassurant, c'est sécurisant. Dans des lieux magnifiques. Ça permet de revisiter aussi la culture. On sait combien la culture aujourd'hui, c'est un sujet essentiel. Je ne bassine pas tout le monde avec les questions du Covid où on a vécu ça, cette absence de culture. Et en fait, ça permet en fait, tu simplifies l'accès à la culture pour des gens pour qui ça fait pas partie des besoins primaires de la vie. Et du coup, ça a pas mal sauté, quoi. Oui. Même si je trouve que les sites ont fait beaucoup de progrès. Ouais. Sur la façon dont ils peuvent présenter l'histoire du château, voilà, donc des moyens un peu plus ludiques, je dirais, oui, donc, c'est plus adaptés aux enfants. J'ai fait il y a pas très longtemps un château de Sucigno. T'as un stand arbalète, tu redécouvres aussi ce qui se passait. Tu peux faire le tour du château en barque. T'as des déguisements pour les enfants à l'intérieur. Exactement. Voilà. C'était chouette de le vivre avec eux plutôt que de se dire ok, on va faire un château, mais il va falloir les traîner, c'est l'heure du goûter, ce machin. Exactement. Ouais. Je serais bien à la dernière salle, mais bon. Bah écoute, là, voilà, tu le fais, t'en fais un petit bout, puis tu reviens voilà, faire l'autre le lendemain. Donc il y a des familles qui font tout le tour du parc à fond, parce qu'en fait, je m'aperçois que très souvent, quand les gens viennent, les visiteurs d'un site, bon, ils font le parcours classique, en fait. Donc, l'allée centrale du château, le château, et puis ils repartent. En fait, tous les à côté sont très peu visités. Tu vois, quand on s'est installé au château de Chenonceau, en fait, à l'allée centrale qui mène au château, donc tout le monde prend cette allée, tout le monde va vers le château. À droite, en fait, tu as des écuries, un petit musée et tout. Donc là, le potager. Donc là, les visiteurs le traversent. Mais par contre, à gauche, personne n'y va. Et donc, nous, on était... Mais, il y a quoi à gauche ? Il y a des bois, il y a une petite cabane à crêpes, mais en fait, les gens ne sortent pas, en fait, voilà. Ouais, du sillon. Ouais, on a l'habitude, c'est fléché, c'est balisé, ensuite. Et en fait, j'avais un peu peur, parce que je me suis dit, on est quand même très proche du flux touristique. Ouais. Or, c'est pas le but, si tu veux, on essaie quand même de préserver l'intimité des familles. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'ils étaient absolument pas dérangés, en fait, que personne n'allait à gauche. Voilà. Oui, c'est une étape, on fait le château, on part, mais on n'est pas là forcément à vraiment profiter des lieux, à déambuler, à flâner, à prendre le temps de regarder la nature. Et en fait là, alors eux, ils ont le temps. Voilà, donc en fait, ils font les jardins à fond, tu vois. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu disais sur l'intimité des familles. La cahute ne devient pas une attraction en tant que telle pour les visiteurs ? Non, il ne faut pas. On évite. Donc, on leur trouve toujours des sites, justement, un tout petit peu à l'écart, un petit peu protégés. À Chambord, on était dans les potagers de Chambord, mais ils sont toujours, voilà. Il y a un petit enjeu. Un petit peu protégés. Pas mis à l'écart, mais protégés. Ouais. Oui, à Amboise, on était juste de l'autre côté de l'enceinte. Et il y a déjà des lieux où tu t'es dit, j'aimerais beaucoup y aller, mais en fait, pas vraiment adapté pour poser une cahute, pour que la famille soit tranquille.
Bien sûr. D'abord, je recherche que des sites gardiennés. Donc, il y a beaucoup de sites fantastiques, mais qui sont pas gardiennés. Et je me permettrai pas de mettre une famille sans avoir la possibilité d'avoir quelqu'un sur place s'il y a un problème. Donc, tu vois, de faire venir des pompiers, d'ouvrir le portail. Enfin, Ouais, oui, le moindre sujet, le moindre simple, quoi. souci, il faut On qu'ils revient puissent... au même point. Encore une fois, ils partent et ils laissent la cahute ouverte. Voilà, il n'y a aucun problème. Donc, tous les sites sont gardiennés. Les sites où on va sont gardiennés. Or, tu as Loches, Chinon, il y a des très beaux Qui sont pas gardiennés. mais qui ne sont pas gardiennés, non. C'est pas improbable. Il faut aussi des moyens. Ouais. Donc, tu vois, voilà. Donc, petit à petit, entre le fait qu'il faille des activités pour les enfants, le fait qu'il faille que ça soit gardienné, et puis il faut pouvoir rentrer sur le site. Par exemple, je serais bien allé au château de Blois, mais tu rentres pas, il y a pas de terrain, tu vois. Tu peux pas t'implanter sur le château de Blois. Il y a une cour, en fait, mais c'est un château qui est en pleine ville. Et donc, par exemple, voilà, on pourrait pas s'installer au château de Blois. Oui, tu pourrais à côté. À la voilà, limite, mais pour le coup, là, c'est pas pareil. voilà. Ah, il est marrant, ok. Ah, oui, du coup, tu découvres t'as des vraies problématiques qui deviennent très logisticiennes, quoi. Oui, et puis, 3,90 m, si tu veux. Faut passer sous le pont-levis. Exactement. Tu vois, ça. Comme le PLG. Et ben maintenant, quand tu iras faire un château de la Loire, tu le regarderas autrement. C'est pas faux. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Camille passe pas là. Ouais. Bah, tu sais que même les allées d'arbres, faut bien passer au centre. Ça se démonte pas du tout, en plus, j'imagine. Tu peux pas enlever un morceau. Non, t'es là que l'arbre. Ouais, t'es là que l'arbre. Ça nous arrive. Merci d'avoir servi, mais voilà. Voilà. Ah, ok. Et finalement, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à gérer à la fois l'association, tous ces sujets-là qui débarquent et qui s'empilent, parce qu'il y en a quand même un paquet, hein. On en a évoqué là, entre l'accueil des familles, la construction de la cahute, prendre ton bâton de pèlerin, déplacer la cahute, te réveiller la nuit parce que, en fait, il faut leur expliquer comment brancher un truc. Comment tu gères tout ça avec la vie de famille à côté? Écoute, aujourd'hui, je le gère bien. Je l'ai souhaité. Je le fais jusqu'au bout. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Ouais. Tu travailles toujours à côté? Non. Non, j'ai volontairement pas souhaité reprendre mon métier d'architecte. Je savais que voilà, si je reprenais, je ne montais pas ce projet au bout. Ouais, il fallait faire un choix. Oui. Mais le choix a été très, très vite fait. Vous verriez le déterminisme dans les yeux de Camille. Il n'y a pas eu de doute sur le choix. Non, je sais trop ce que c'est aussi. J'étais architecte associé et je sais ce que ça représente en fait de remonter une structure, des réseaux. Enfin bon. Ouais. Non, ça m'a pas tenté. Ok. Et puis quelque part, je fais un peu d'architecture. C'est pas faux. Oui, parce que on y reviendra après sur la cahute en verre, parce que je trouve que c'est une particularité, c'est une idée originale que tu as eue là en plus. Mais du coup, donc tu arrives à gérer ça à la fois avec la vie de famille. Aujourd'hui, le business model, du coup, c'est quoi? Eh ben, le business model, figure-toi, c'est un sujet sensible. Non, je fonctionne par le biais de mécénat, par la nuit du bien commun, par des dons, des fondations. Aujourd'hui, les châteaux, les lieux qui t'accueillent gracieusement? Oui. Oui. Bon, ça, et ils t'aident, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des passes VIP ou ce genre de choses. Ils t'aident dans le... Tout ce qu'ils peuvent mettre à la disposition des familles est gratuit. Ah, ça, donc, toutes les activités, les spectacles. Ah oui. Puis même ce qui n'est pas ouvert, en fait, au public, il l'ouvre pour les cahuttes de Louise. La garde républicaine montée de Chambord, voilà. Ce n'est ouvert qu'aux journées du patrimoine, sauf pour les cahuttes de Louise. Eh ben, dis donc. Ouais. Oui, on essaie, encore une fois, de rendre l'expérience unique. Ouais, mais c'est touchant, ouais. Oui, ils avaient accès aux serres en fait, du château de Chambord, donc ils partaient avec leur petit panier, ils revenaient avec leurs tomates, leurs fraises. Oui, ça, c'est ce que j'essaie de mettre en place au maximum sur les sites qui nous accueillent. Quand ils le peuvent, bien sûr, quand il y a une sécurité, quand on fait pas n'importe quoi. Mais... donc les lieux t'accueillent gratuitement. Après, toi, t'as le coût de fabrication de la cahute, mais c'est un peu du one shot, non? Oui. Une fois qu'elle est fabriquée, exactement. Ça coûte très cher à entretenir une cahute au quotidien? Non, honnêtement, non. Les familles sont hyper respectueuses. Donc, en fait, j'ai très peu de dégâts, voire même pas du tout, en fait. Donc j'ai l'investissement de la cahute au départ, évidemment. Une cahute,
c'est 53 000 €. Donc, mais une fois que j'ai investi dans mes cahutes, pour la région Centre-Val de Loire, elles peuvent durer 10 ans, 15 ans. Oui, alors je vais certainement donc ça va mentir, quoi. oui, faire des réparations, mais après, en termes de fonctionnement, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation. Puis j'ai très peu de charges. Ouais. Le fait qu'elles soient autonomes, du coup, Elles sont tout le temps sur des lieux ou du coup, tu es obligé de les stocker parfois entre deux... Alors, en saison, du coup, elles sont tout le temps sur des lieux. Je passe d'un lieu à l'autre, d'un site à l'autre. Par contre, alors, qu'est-ce que tu appelles en saison pour ceux qui nous écoutent? Alors, de Pâques à la Toussaint. Ok. Et donc, de les périodes les plus quoi propices à vivre en cahute et essentiellement dehors, en fait. Ouais. Puisque, on vit quand même plus dehors que dans la cahute. Donc, à Noël, c'est pas toujours très agréable, en fait, de se retrouver dans le parc d'un château. Ah, t'aurais quelques lieux, en vrai, je me dis... Ouais, mais pas les parcs des châteaux de la Loire. Sur Paris, certainement beaucoup plus, tu vois. Le château de Versailles à Noël, c'est peut-être plus jouable que... Ouais, je me dis, il y a des lieux aussi qui s'habillent beaucoup pour la période notamment des fêtes, pour essayer à la fois d'attirer des visiteurs dans un contexte où il fait plus froid, où il se passe des choses. Donc... Ouais, mais il va se passer beaucoup de choses dans le château, mais pas forcément dans les jardins. Oui. Ouais, d'accord. Donc là, le sillon se réduit. Ça veut dire que pour toi, l'enjeu, il est plus de la visite et de l'expérience, parce que techniquement, on pourrait aller dans la cahute en décembre. Bien sûr. Oui, mais j'ai envie que ça soit des bons moments. Je suis pas sûre que les familles ont envie de venir passer un week-end, si tu veux, dans des jardins qui sont quand même un petit peu austères, quoi. Ouais, oui, non, mais c'est sûr que c'est moins sympa que au printemps. T'es pas en ville, hein, donc il fait aussi souvent plus froid. Donc après, écoute, pourquoi pas, hein, peut-être qu'on changera d'avis et que voilà, ou du moins qu'on mettra les cahutes pendant les vacances de Noël sur tel ou tel site. Ouais. Qui c'est peut-être les cahutes au cœur des marchés de Noël plus tard. Oui. Non, ce qu'on aimerait mettre en place pendant justement ces périodes un peu fraîches, c'est de participer à des grands événements. Tu vois, donc voilà, la route du Rhum, le Vendée Globe, voilà, de pouvoir comme ça les mettre sur des événements qui sont pas que le temps d'un week-end, mais donc sur un laps de temps un peu plus long, et de se dire voilà, donc on met les cahutes là et on fait des événements pour les enfants. Autour de ça. Et donc toi, tu trouves les financements à travers, on l'a dit, la Nuit Bien Commun, des mécènes, etc., pour financer ta cahute. Et après, en fait, ça tourne, quoi. Ouais, quasiment. C'est pas mal. Oui, on a toujours des frais parce que évidemment, on veut le meilleur pour les familles qu'on accueille. Donc, voilà, j'ai mis aucun frein en fait sur cette première saison. Je voulais que ça se passe au mieux pour les familles. Et t'es confiante du coup pour la suite? Les feux sont ouverts? Oui, je suis confiante, oui. Quand je vois que, quand je suis là, face à toi, que j'ai été lauréate de la Nuit du Bien Commun, que j'ai des fondations qui me sollicitent, qui m'appellent, que je reçois des dons de personnes que je connais pas, je vois la presse aussi, les médias, voilà, l'intérêt qu'on suscite. Ouais. Et puis aussi, je pense que les sites sont aussi porteurs d'une bonne lisibilité pour l'association. Et communique sur l'association. Tu t'attendais à que ça marche aussi bien? Mine de rien, en fait, quand on regarde le temps, ça fait même pas 1 an que tu as créé l'association. Ouais. Si on fait un petit coup d'œil dans le rétro, malgré la cahute de 10 mètres carrés qui est derrière, c'est impressionnant, en fait. Écoute, tout s'est très bien déroulé. En fait, tu vois, j'ai pris étape par étape et je suis allée au bout, en fait, de l'exercice et tout est en place. Il y a évidemment plein de choses à faire, hein. Que ce soit en communication. Enfin bon. Il y a combien de personnes aujourd'hui avec toi? Je dirais, c'était la question piège, petite douzaine de personnes sur qui je peux compter, oui, à qui j'essaie de déléguer, 3 trucs à faire, mais tu sais, c'est pas dans mon caractère en fait. Au départ, j'ai voulu tout faire. Parce qu'en fait, je me dis, je peux pas, en fait, je voudrais pas que des gens s'engagent à mes côtés si ça va pas au bout, en fait. J'avais très peur de décevoir, en fait, et je me suis dit, je vais tout faire. Au moins, je saurai exactement, en fait, quels sont les besoins, si ça marche, si ça marche pas. Et puis, une fois que ça sera sur pied, et je serai plus légitime, en fait, à aller demander de l'aide à droite, à gauche. Donc, effectivement, j'ai passé... contrôle.
J'ai passé beaucoup de temps, mais je maîtrisais. Ouais. Voilà. Je maîtrisais le sujet, j'avais des priorités, et d'autres, voilà, je m'étais dit, de toute façon, tu vas aller jusqu'au 5 novembre, et après le 5 novembre, tu feras ça, ça et ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas ta priorité, tu le feras plus tard. Donc, c'est en ça aussi qu'à un moment, je vais avoir besoin de temps pour stocker les cahutes et faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ouais, en fait, t'es aux prémices t'es vraiment au tout début de l'association, de l'aventure que tu es en train de créer. Ouais, et puis il y a tellement de choses à faire, en fait, parce que notre ambition, c'est d'ouvrir des nouvelles régions. Aujourd'hui, on est en région Centre-Val de Loire, elles ont les couleurs du patrimoine Renaissance, mais elles vont rester en région Centre-Val de Loire. On crée des partenariats avec la région, le département, la ville, oui, l'hôpital. Demain, il faut que tu crées des nouvelles cahutes. Donc demain, l'objectif, c'est d'avoir 3 nouvelles cahutes à implanter dans une nouvelle région. Voilà. Et justement, on en parlait tout à l'heure, j'ai fait une petite aparté sur une cahute en verre, parce qu'aujourd'hui, tu as 2 cahutes dans lesquelles on peut habiter en bois avec 4 couchages. Ouais, tout à fait. Et tu as une cahute en verre, tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tenais. C'est la petite pièce en plus, c'est donc une serre complètement vitrée. Donc en fait, tu as les deux. Quand tu es dans la serre vitrée, ça veut dire que tu as aussi potentiellement la cahute en bois à côté ou... Ah, bien sûr. Ouais. En fait, donc tu as ta cahute en bois où tu vas habiter, et la cahute serre, elle est mise à la disposition des familles, en fait. Okay. Essentiellement des enfants. En fait, c'est un peu la salle de jeu, de rencontre, de partage, ce que tu veux, mais c'est aussi le petit échappatoire. Si tu vois, un temps comme aujourd'hui, en fait, t'es content d'aller dans la serre. Il pleut, pour ceux qui l'ont pas. C'est-à-dire que voilà, tu joues, mais par contre, t'es à la fois protégé tout en étant complètement dehors. Oui. Donc c'est magique, les enfants adorent. En plus, t'es surélevé. Donc par rapport au sol, puisque comme elle est sur roue, t'es à 50 cm du sol, donc tu domines. Et c'est hyper agréable. Donc dans cette serre, on a mis des poufs et puis des jeux de société, des bouquins, la machine à café. Et c'est un vrai lieu de rencontre, puisque c'est vrai, quand on a 2 familles, tu vois, qu'on accueille en même temps sur site, les parents n'ont pas forcément envie de se rencontrer, de se parler. Oui, chacun est dans son quotidien. Ouais, moi, j'étais la première à pas forcément avoir envie de parler à d'autres familles. Mais par contre, les enfants, eux, c'est intéressant parce que justement, ils se retrouvent dans la serre et tout de suite, en fait, ils se connectent et ils font un jeu de société, quoi. Trop bien. Oui, parce que donc, le partage se fait par l'enfant. Tu les mets sur les mêmes 30 mètres carrés, quoi. Tu cherches pas à les séparer ou à en mettre une de chaque côté du château? Non. Alors oui, elles restent quand même à proximité, bien sûr, mais on essaie toujours, tu vois, de retrouver un petit peu d'intimité. On va positionner le mobilier extérieur de telle sorte à ce qu'ils se retrouvent pas en face à face, quoi. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas le camping, mais c'est pas non plus c'est la résidence, j'allais dire, entre guillemets. Tu fais en sorte que ton voisin ne soit pas sur le tien. Voilà, quoi. Exactement. Ouais. En chacun son espace. Mais la serre est toujours au centre. Voilà. Oui. Ouais. C'est l'endroit où les enfants peuvent aller se retrouver, en même temps, t'as un petit regard sur eux. Exactement. Ouais. Et puis, il y a la canne à pêche dans la serre. Et ça, je dois dire que je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Ils vont pêcher après dans tous les étangs, les lacs, À part en Amboise, en fait, ils ont pu pêcher partout. Excellent. Ouais, et ça, c'est hyper drôle. Voilà, alors même ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de pêcher, pour peu que, voilà. Donc, ils vont chercher des vers de terre, qu'ils mettent au bout de l'hameçon et hop. Voilà. Excellent. Ouais, donc ça, franchement, tes petits séjours font rêver. J'ai très très envie de d'y aller. Écoute, je t'invite à venir sur un château de la Loire et à voir l'installation. Après, pour y dormir, je suis désolée, mais tu ne coches pas les cases. Heureusement, voilà. Mais c'est touchant parce que ça, en fait, je trouve ça hyper fort de pouvoir se dire que en allant bien, on aimerait le vivre. Tu vois, il y a pas ce biais de se dire ok, ça a l'air sympa si t'as un handicap, parce qu'en fait si t'en avais pas, tu ferais faire un truc mieux. Non, en fait là, ça a l'air tellement chouette qu'en fait le mot est fort, mais il y a de la jalousie, il y a de l'envie, ça fait rêver en fait. J'ai envie d'aller la passer ma nuit dans justement. le château. Mais c'est fait pour des enfants malades. C'est hyper touchant. C'est l'objectif du projet. Et tu me disais, l'identité les du cahutes, projet. c'est vrai qu'elles sont surélevées, mais ça me fait penser à un élément. Tu peux accueillir, par exemple, des familles PMR aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non. C'est une question à laquelle il va falloir qu'on réponde. Donc, on travaille sur une cahute adaptée. Mais notre problématique, si on fait une cahute adaptée, ça veut dire qu'on est obligé d'enlever des éléments de la cahute, genre la cuisine.
Sinon, bon, dans 10 mètres carrés, Oui, il faut, non ça seulement il marche faut pas, pouvoir si tu veux. rentrer dedans, mais après, il faut Oui, pouvoir... alors rentrer, c'est pas forcément le plus complexe, mais c'est surtout pouvoir tourner une fois que tu es dans la cahute. Donc, ça voudrait dire que cette cahute devient un peu une cahute chambre, tu vois. Et D'accord, donc, elle ouais. marcherait avec une autre cahute habitable ou Une dans maison, laquelle, voilà, auquel elle reste, quoi. voilà. Et ce que ça veut dire, c'est que du coup, il nous faudrait 4 cahutes sur site. C'est-à-dire, tu vois, une cahute 2 adaptée cahutes en qui mode fonctionnerait avec PMR, une cahute la normale, serre. une autre cahute normale et la serre. Ça veut dire que dans ta tête, il y a forcément, les cahutes, elles fonctionnent, j'ai envie de dire, par 2 familles. Alors, il y a la serre en bonus, entre guillemets, mais elles fonctionnent par 2 familles. 2 familles ou une grande famille. Ou une grande famille. Mais tu sais quoi, je m'étais posé la question de savoir si, justement, en termes d'investissement, bon, allez, si je commençais que par une cahute. Ouais. Et en fait, j'ai fait un petit sondage auprès de l'hôpital et je me suis aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de familles nombreuses. Et donc, à 5, 6, tu vois. Et là, en t'as fait, besoin de cahutes. ouais, et à plusieurs reprises, en fait, là, en fait, les familles qu'on reçoit à la Toussaint, une de 5, une de 6, et ben, je mets les 2 cahutes à dispo. Ok. Donc, il me fallait 2 cahutes. Ah, putain. Ouais. Ouais, c'est... Et si tu veux... T'as une vraie vie de logisticienne, en vrai, dans cette aventure. Mon problème, c'est que je me dis, est-ce que, tu vois, d'arriver à 4 cahutes sur un site, est-ce que ça va passer? Tu vois, je trouve que 3, c'est une bonne échelle. Tu vois, 2 habitables, la petite Oui, puis t'as la serre. Elle passe quasiment en bonus. Ouais, exactement. Bon, parce que, tu vois, c'est toujours un peu l'expédition, hein, quand on arrive sur un site. Bon. Et plus gros. Faire Mais une non. cahute plus grande. Mais non, mais je peux plus les tracter. Il va falloir passer notre permis B. Oui, et puis un convoi exceptionnel, et puis là, tu les bouges plus, en fait. Alors, tu vois, c'est encore autre chose, là. Hein. On pourrait les laisser en permanence dans le parc de Chambord, mais non, je pense que ça poserait un petit problème. Mais tu vois, du coup, hop, tu sors, en fait, de cette logique de mobilité vraiment facile. Hein. Si, tu vois, s'il faut que tu fasses un convoi exceptionnel, ça ne marche plus. Ou du moins, si, peut-être si tu la laisses 3 mois quelque part. Mais... Oui, encore. Parce que forcément, un convoi exceptionnel, c'est des coûts bien plus faramineux que déplacer le truc avec la boule de ta voiture. Exactement. Ouais. Non, mais là, c'est justement ce côté un peu enfantin, tu vois. C'est vraiment à l'image de ta petite voiture que tu as. Et encore une fois, c'est un projet à l'échelle de l'enfant. Donc, tu vois, c'est cette cahute, tu la mets derrière ta voiture, tu la déplaces. Et c'est fait pour qu'elle puisse être déplacée de cette façon-là. Si tu en modifies ces dimensions, ça ne marche plus. Quoi. Comment tu as trouvé que c'était la meilleure dimension? Ah ben ça c'est pas moi qui l'ai trouvé. Parce que, tu sais, elles sont homologuées micro-habitat, enfin, elles ont une plaque d'immatriculation, enfin, tu mets pas comme ça sur route une tiny house, hein, donc bon, t'as un peu d'administratif derrière. Donc c'est la société Cahute, donc Thomas Longhi, qui a conçu ces cahutes, qui a fait tout le nécessaire, tout le travail en amont, si tu veux, pour savoir exactement quelle était la dimension maximale en fait pour répondre à une mobilité maximale. Okay. Et donc aujourd'hui, je sais pertinemment, si tu veux que j'ai cette enveloppe, alors tu peux, d'ailleurs les 2 cahutes ont un aménagement différent intérieur, mais que l'enveloppe, elle peut très peu évoluer. Tu peux changer les dimensions de fenêtres, le nombre de fenêtres et tout ça, mais l'enveloppe doit rester la même. Et le poids de la cahute doit rester le même. Ouais, donc tu as quand même pas mal de contraintes. Effectivement, là-dedans, la contrainte PMR, elle se rajoute... Mais oui, je peux pas me dire, je fais une plus grande cahute pour qu'elle soit PMR et avec une cuisine. Tu vois, ça marchera pas. Tu trouves des trésors d'ingéniosité pour réduire encore certains éléments, façonner différemment, créer 2 cahutes... Oui, mais c'est ce qui est sympa aussi avec Thomas qui est partenaire en fait de l'assaut, c'est qu'on réfléchit, qu'on fait évoluer. Tu vois, la cahute rouge en fait c'est un prototype parce que moi je voulais pouvoir. T'as une rouge et une bleue, c'est ça? Une rouge et une verte. Je voulais qu'il puisse être à 4 dedans, donc ça voulait dire 2 grands lits. Je voulais qu'il y ait une vraie douche. Et donc c'est chouette aussi du coup de faire évoluer l'aménagement de la cahute avec cahute. Voilà. Lui, il est demandeur de ça et du coup c'est génial. Parce qu'il serait complètement, si tu veux, déterminé, figé dans ses modèles de cahute. Du coup, je répondrais pas, si tu veux, aux mêmes demandes qu'ont les familles aujourd'hui. Ouais. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de cahutes où on peut être 3 et 3 ça marche pas. Enfin ça marche de temps en temps, mais pas majoritairement. Pour ceux qui nous écoutent, on a vaguement évoqué un peu les types de personnes qui venaient dans les cahutes.
C'est quoi les types de handicap, pathologie, complexité que tu accueilles aujourd'hui dans les cahutes facilement? Alors, tu sais, je reste très, très discrète, en fait. Je ne demande pas la maladie de l'enfant. Il y a une sorte de, Ouais, de pudeur. Ouais, de pudeur, de respect. On se comprend. Donc, je pars du principe que s'ils sont là, c'est qu'ils en ont besoin. Et je sais aussi les services avec lesquels je travaille. Donc, j'ai commencé par travailler avec le service des onco-hémato. Ouais. Et puis, j'ai des enfants en maladie dégénérative. J'ai des enfants qui sont... Il y a du diabète, il y a des cardiopathies, des dialysés. Tu vois, c'est assez large. Ouais. Mais encore une fois, c'était une volonté, justement, de ne pas cibler la maladie. Mais d'avoir une largeur d'esprit... Il y a aujourd'hui, je pense aux parents qui nous écoutent, il y a des types de pathologies où pour le coup, tu sais que les médecins, on pourrait espérer y aller, mais les médecins donnent des no-go. Non, je pense pas. Non. Je pense pas parce que, tu sais, au départ, on a même travaillé avec le service de soins palliatifs. Malheureusement, quand tu te retrouves en soins palliatifs, le service te propose en fait de vivre un moment en famille. Donc, il te propose... si tu as envie d'aller passer un petit week-end au bord de la mer, ou enfin, peu importe quoi. Donc, tu vois, même dans des situations comme ça assez extrêmes, ça se met en place. Ok. Ouais. Et ça fait partie des projets. Là, j'étais à la Fondation de France ce matin et ça fait partie des points qu'on a évoqués pour savoir comment, pour essayer aussi malheureusement, de devoir un peu cibler si on s'installe à Paris, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de monde, beaucoup d'hôpitaux. Voilà. Donc, de ne pas forcément pouvoir répondre en fait à toute la demande, et de travailler justement avec les services de soins palliatifs pour créer ces petites escapades, encore une fois, proches de la maison, quoi. Oui, on devine assez facilement que l'enjeu, quand même, d'ici quelques mois ou années, ça va être un enjeu de file d'attente, en fait. C'est assez la crainte, ouais. Oui, mais je pense que ça dépendra aussi des régions dans lesquelles on se trouve. Paris, c'est toujours à part, Paris. Oui, peut-être qu'à Paris, on aura peut-être plus de cahutes, et puis on aura des cahutes sur des sites différents en même temps. Tu vois, on peut peut-être pas voir Paris autrement. Tu vois, à Tours, on n'a pas beaucoup moins ce problème-là. C'est quoi la région où tu rêverais de t'implanter aujourd'hui ? Paris, j'aimerais bien, parce que je trouve que Paris, il y a cette densité urbaine qui me touche particulièrement en tant qu'archi, tu vois, donc où je me dis qu'il y a un besoin vital. Justement d'en sortir un peu, ou du moins d'aller trouver une petite respiration tout en restant dans Paris. Et puis après, pour des questions familiales, la Vendée. Vendéenne de cœur. Oui. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est marrant, ça permet de voir aussi les endroits où on a envie d'aller et de faire, parce que t'as quand même un concept qui en fait aujourd'hui c'est un package exportable, quoi. Faut réussir à l'installer. Faut essayer. Comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut Alors, directement sur le site, lescahutesdelouise.org, sur les réseaux sociaux. T'es sur quoi ? Sur LinkedIn, Facebook, Insta. Ok. Ouais. Et puis, après, par email, contact@lescahutesdelouise.org. On tombe sur toi ? Ouais. En direct. Voilà, ouais, moi. Non, mais pour l'instant, oui. Ouais, pour l'instant, l'équipe se tassera. Oui. Bien sûr, volontiers. Trop bien. Franchement, je suis très touché, Camille, que tu sois venue aujourd'hui sur le micro de Génération Bien Commun, parce que on est nombreux, je pense notamment un petit clin d'œil à Sixtine, mais à parler souvent de ton projet. En fait, je trouve ça vraiment fascinant. Je me répète, je sais, c'est la troisième fois que je le dis, mais en fait, je trouve ça beau de voir une initiative dont le cœur, c'est de permettre de vivre un moment extraordinaire, magique, à des personnes qui ont un quotidien qui est dur, qui est difficile, qui leur permet pas de vivre ces moments-là, et que ce soit assez bien conçu pour que n'importe qui regarde le truc se dise, en fait, j'aimerais le faire, j'aimerais le vivre, ce truc, ouais, mais c'est pas pour toi, mon gars. En fait, je serais hyper touchant. C'est pas, tu vois, c'est pas le énième truc un peu cheap sur le côté, genre, je bâche un peu le monde associatif, mais tu vois, un peu, c'est la salle avec un vieux néon, c'est un peu laid, c'est sympa, mais bon, c'est le seul truc qu'on te propose. Non, c'est Cali, tu peux aller pêcher, t'es dans les parcs, t'es dans les châteaux, c'est des beaux lieux de France, des magnifiques monuments qui sont chargés d'histoire. C'est évidemment toujours agréable, d'être dans du beau, en fait. Mais fallait avoir l'audace quand même de le faire. Ouais, mais tout le monde y a droit. Voilà.
pas réservé à une élite, en fait. Et faut pas croire, les familles ne se trompent pas. Et elles me le rendent bien, d'ailleurs. Et elles sont hyper reconnaissantes. Et tout de suite, c'est quand elles rentrent dans la cahute, c'est waouh, c'est beau, ça sent bon. Et il y a d'autant plus un respect des lieux. Donc moi, je suis ravie de mettre à disposition, effectivement, du beau au pied de beau, et voilà, dans un environnement enchanteresque. Ouais. Franchement, bravo pour ça. Merci d'être venu aujourd'hui. En tous les cas, les familles me le rendent bien, donc voilà. Et puis quand les familles me disent mais moi j'aimerais bien revenir. Ouais, comment tu gères ça? Et ben quand je peux les recevoir, ils reviennent. Voilà, j'ai 4 familles qui ont fait 2 châteaux cet été. Hein. Oh, le bonheur. Mais oui, ça c'est le plus beau cadeau, en fait. Ouais, j'imagine tellement. Tu vis pas ça, t'as l'opportunité de le vivre une fois et en plus tu arrives à le revivre derrière, mais tellement chouette. Bah oui, tant que c'est possible. Moi, je demande que ça. Hein. Au départ, ils n'osent pas. Mais non, mais vous êtes sûr? Je dis, mais attendez, moi, c'est presque triste d'imaginer qu'il n'y ait personne dans ces cahutes. Donc, au contraire. Hein. Et puis en plus, comme elles connaissent le fonctionnement, c'est... Plus besoin de t'appeler la nuit. Voilà, exactement. Les clés restent sur les cahutes, je leur donne le plan d'accès et puis je leur laisse leur petit bracelet VIP et voilà. Tout est joué. Non mais bravo, c'est vraiment une belle aventure d'audace marquée d'histoire familiale, de ton vécu, mais et puis c'est beau, t'as quand même pas mal de pans de ta vie. C'est l'expérience familiale, c'est ton expérience d'archi, c'est l'expérience personnelle et le vécu aussi de ta fille. Oui. C'est oui, puis tout le monde s'implique un peu. Hein. Oui. Bah, j'imagine. Mon mari est président, mon père conduit les cahutes. Tu vois, au départ, il a bien fallu trouver des âmes sensibles et disponibles. Ouais. Oui, j'imagine bien que dans les 12, il gravite pas très loin dans le cercle familial, proche des copains. Ouais, oui. Ah bah oui, les amis avant tout. Hein. C'est vrai que... Mais voilà, ils sont présents, c'est l'essentiel. Bah ouais, bravo à eux d'être là avec toi et franchement chapeau l'équipe. Ouais, c'est chouette. On a hâte, du coup vous avez retenu les amis, quand on croise les cahutes de Louise, on les regarde de loin, on va pas déranger les familles, mais on se dit c'est cool, ils sont là, ils profitent. Ouais. Et eux ils dorment sur place. Comme ça on aura toujours une petite pointe de jalousie. Et voilà. Mais c'est mérité. Ça aura juste rendu. Merci beaucoup cher Camille d'être venu aujourd'hui sur le micro de Génération Bien Commun. Merci Thomas. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.